On est en direct avec Thierry Dupin pour nous parler du skate. Bonjour Thierry, comment ça va? Et Bonsoir, bonjour à bonsoir. tous, bonsoir pour les Parisiens, les Français. Salut Xavier, la journée commence pour toi, c'est toujours Oui. sympa, fidèle au rendez-vous, voilà, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons bien sûr un invité ce soir. Mais Un- j'aimerais qu'on hein. commence avec quelque chose que tu es en train d'organiser. Alors, Ah c'est dans oui! 6 mois, mais bon, c'est juste pour dire, réserver la date. Tu peux nous en parler rapidement? Ah bah écoutez, c'était une idée parce qu'en fait là c'est un petit peu des tiraillements dans tous les sens. J'avais envie de faire une réunion d'anciens skateurs. Il faut penser aussi à nous et à eux, hein. Les Quadras, les Quinquas, les Sexa, et puis de faire un petit événement pour tous se retrouver, mais autour d'une première, parce que la première ce serait le Truck et Troc, qui est un projet de brocante, on va dire. Comme ils font par ailleurs dans d'autres trucs, hein, mais là c'est spécial skateboard. Donc tous les collectionneurs qui ont envie de faire partager, de montrer leur collection, qui ont envie d'échanger, qui ont envie d'acheter ou de vendre, il n'y a pas de problème, ils sont les bienvenus, donc on en reparlera plus tôt, parce que là, on s'y prend un peu en avance, mais c'est toujours bien de s'y prendre un peu en avance. Donc voilà, on aurait un petit skatepark privatisé, on pourrait s'amuser, il y aura quelques petites sessions sympathiques à faire entre nous, donc un petit village reconstitué avec tout ce qu'il faut autour. Voilà, en tout cas, ça a l'air d'être bien parti. J'espère que ça tiendra le coup jusqu'au 29 juin prochain. Voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé, contactez Thierry. Et on en reparlera. Et puis, on a notre invité d'aujourd'hui, bien entendu. Alors Thierry, je te laisse le soin de le Eh bien, présenter. bonsoir Rémi Sarda, voilà, Oui, qui est une figure quand même dans le skateboard, hein, qui est un ancien aussi, un vieux de la vieille, qui a commencé pareil très tôt dans le skateboard et qui va nous raconter tout ça, et puis qui a quand même excellé dans pas mal de domaines, que ce soit la formation au niveau de la Fédé, qui est un concepteur incroyable de modules, de skatepark, de rampes et autres. Il va nous en parler, ça c'est génial. Il fallait aussi aborder ce sujet-là, bien évidemment, hein, outre les fabricants de planches qu'on a déjà balayés et tous ceux qu'on a rencontrés jusqu'à présent. C'est un sujet qui est hyper intéressant. Et avec lui, je pense qu'on a le bon truc. Il va nous raconter des choses assez incroyables. N'est-ce pas, Rémi? Alors, comment tu es venu au skateboard, toi, par contre? Ça t'a pris comment? En quelle année? Et comment t'as alors, attrapé le virus, quoi? ouais, bah, en effet, ouais, tu peux parler de virus parce que franchement, c'est assez incroyable. C'est venu très simplement en fait. C'est à l'arrivée du skate dans les années 77, enfin à l'arrivée, la deuxième vague finalement. Il y a eu les petits skates type Penny, voilà, retrouvés dans tous les magasins. Et moi, je regardais ça tous les jours dans le magasin de jouets qui était à côté de chez moi. Et un jour, je me suis vraiment craqué à force de le regarder. Vu qu'à ça m'attire bien, je me suis acheté mon premier skate. Et puis ça a démarré comme ça, c'est-à-dire que j'en faisais tous les jours en bas de chez moi. J'avais des petits parkings, des pentes qui roulaient bien, et c'était assez excellent. Au bout de quelques mois, j'ai remarqué qu'il y avait un club de skate en fait à Rennes, ce qui était assez incroyable. C'était un club de skate avec dans les locaux de l'ancienne patinoire, parce que cette patinoire n'existe plus. Et à l'intérieur, on avait un skatepark. Un skatepark, Ah, un indoor, quoi. C'est un indoor, le tout premier, quoi. avec un club. C'était soit moi j'ai pris ma première licence en 78 dans ce club, et on avait un halfpipe. Alors ça, c'est les photos que tu montres, ce sont les photos du parc tel qu'on l'a refait nous dans les années 80-85. Ok. Mais j'ai malheureusement pas de photos moi du parc de 78 Original. qui était complètement différent, qui était vraiment un halfpipe, une rampe sans plat qui était fermée en bol. Et on avait aussi à l'intérieur quelques lanceurs, des quatteurs et des gros dodanes, des plans inclinés, une zone de slalom. Enfin, tout était super adapté. Alors, ce que tu montres, Xavier, en image, là, c'est la patinoire, mais c'est la reconstruction. La reconstruction, ouais, La ouais. Ok. reconstruction du skatepark qui nous a pris petit à petit quelques temps. D'abord une mini élargie, un whoops, une partie wall, et à l'arrière de la mini, des transferts qui nous permettaient de rentrer dans des plans inclinés, former un virage surmonté d'un petit curb, quoi. Donc c'est un parc qui était déjà très très moderne, et qui a servi pendant pas mal d'années
une chose, quoi. Hein, Alors, déjà, le premier parc indoor, en quelle année vous l'avez construit et quand est-ce que vous l'avez détruit pour le refaire? C'est juste pour avoir une idée en fait, des étapes. le premier parc indoor, alors c'est marrant, parce que c'est là que je voulais revenir là-dessus, c'est que c'est une entreprise bretonne qui a fabriqué, c'est l'entreprise bretonne qui a fabriqué le parc de Lorient, le skatepark du Terre à Lorient-Plomeur. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était l'entreprise Ducassou. Et donc ce skatepark-là, il y a eu des events dès les années 78-79. C'était un parc en béton assez incroyable, hein, avec un gros halfpipe avec de la verte en plexiglas. Il y avait un deuxième halfpipe en snake et puis une espèce de gros pool qui avait un rayon absolument gigantesque. C'était pas forcément évident. Fallait vraiment arriver pleine balle dedans pour aller taquiner la margelle. Enfin voilà. Ce qui est incroyable, c'est que c'est cette même boîte qui a fait le skatepark indoor de Rennes un an après. Puisque le skatepark du Terre à Lorient a été fait en 77 et en 78, ils fabriquaient l'ensemble patinoire plus skatepark. Et là, ils ont demandé à un gars de s'occuper du truc que j'ai retrouvé, c'est Henri Marcusi, de devenir président du club et de commencer à entraîner un petit peu les skateurs qui venaient, les déplacer. Et donc, ils nous déplaçaient comme ça sur les compètes et donc notamment sur ce skatepark de Lorient où j'ai fait aussi mes premières compètes. Voilà. Donc, en 79, il y a une tournée Skate et Santé. Je pense que tu dois te souvenir de ça, Thierry, parce qu'il y avait des pros, des cakes qui venaient, etc. C'est vrai. Et il y a eu plusieurs étapes en France. Il y a eu une étape à Rennes, c'était en 79. Et c'est ma première compète, vraiment laquelle j'ai gagné cette compète. Et j'ai rencontré à cette occasion Rémi Baquès et Gérard Almuzara. Donc ça a été un petit déclencheur d'une volonté aussi de persévérer, etc. Et, voilà, ça c'est c'est l'article du journal. Donc sur la photo, on voit Rémi Baquès sur le halfpipe faire un three wheels out of the lip. Et bon, c'était vraiment excellent, quoi. À l'époque, fallait faire, on avait une épreuve de slalom, on avait une épreuve de freestyle et puis de 100 en hauteur. Tout était très cadré. Il fallait en fait mettre le skateboard dans des cases et tout était un multiple de 6. Tu te souviens, fallait faire 6 spacewalk, 6 360, 6 walk the dog. Et l'idée après, enfin en tout cas l'évolution du skateboard, ça a été de sortir un petit peu de ce carcan qui nous mettait, on va dire, dans une dynamique. Il fallait qu'on fasse ça dans un certain temps avec une musique qui nous accompagnait. On a l'impression d'être un petit peu une compète de patinage artistique, quoi. Oui, les figures imposées, après c'était l'épreuve de freestyle, quoi. Ouais, c'est ça, épreuve de freestyle, figure imposée. Après, il y avait le 100 en hauteur. Enfin, tout ce qu'on pouvait quantifier, en fait. Le slalom, c'était du temps. Et voilà, le skate a évolué autrement derrière. En tout cas, à cette époque-là, c'était comme ça. La rampe que vous utilisez dans cette photo-là, c'est une rampe Europe 1 ou c'est une autre photo parce qu'elle ressemble énormément à la rampe qu'on avait sur la tournée Europe 1? Là, je peux pas te dire, Xavier, parce qu'en fait, moi, la rampe Europe 1, je l'ai pas trop connue. Celle-là, elle est arrivée à Rennes comme ça. Elle était sur un plateau de remorque. Ouais. Elle était sur un plateau de remorque. Il y avait des filets autour. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle faisait un bon 3 mètres de haut. Il y avait... Voilà, c'est tout ce que je sais en fait de cette rampe-là. Moi, j'ai roulé dessus. Enfin, à l'époque, j'avais 12 ans, donc j'ai roulé dessus. Je trouvais que c'était un grand rayon. On commençait vraiment à prendre du speed. Pour prendre du speed, il fallait monter haut.
Et du coup, voilà. Bon, c'est surtout Rémi Baquès et Almus Gérard qui ont fait les démos sur cette rampe-là. C'est la D'accord. ça... Ce qu'il faut préciser, on appelait ça à l'époque les rampages. C'était pas encore la notion de rampe. Il n'y avait pas de plat, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de coping. C'est ça. C'est vrai qu'on devenait vite fou. Hein. Les allers-retours étaient extrêmement rapides. Enchaîner des tricks, c'était pas encore dans l'air du temps. Quoique ça commençait à balbutier les premiers rocks, on sortait les roues avant. Je me rappelle, on repartait en fakie. Bon, ça commençait un petit peu où les aériens frontside, mais en général, elles n'étaient pas très larges. Donc c'était plutôt risqué de par les filets de protection justement qui étaient obligatoires parce que les planches volaient souvent dans le public, malheureusement. Mais voilà, c'était assez limite comme pratique. Hein. Mais c'était vraiment le début du skateboard qui s'affranchissait vers les hauteurs. Quoi. Ouais. Alors ça, on voyait ça. Moi, j'allais à la presse du coin, donc j'achetais mes magazines de skate. Ah, il va nous montrer des magazines là. Ouais, bien sûr. Archive. Archive. Waouh. Super. C'est ça. Alors, moi, ça attends, je suis sur mon carton là. Et est-ce que tu sais que Thierry a quelque chose de spécial au mois de juin où il fait du troc avec des produits comme ça. Donc si tu veux le vendre, c'est le moment. Réserve ton jeu et puis tu peux le vendre 2000 € celui-là. Facile. Je ne sais pas ce que ça cote, mais il y a du monde qui s'intéresse. Mes produits perso, c'est tellement de souvenirs que ça fait partie des trucs que j'ai vraiment envie de garder. Mais c'est ça qui est bien, c'est que moi, je regardais du skate aussi. Moi, j'ai connu Thierry dans les magazines. Hein, c'était le Cakes qu'on voyait dans les magazines. Et, les Cakes, mais c'était quoi ce nom là, les Cakes? Non, mais sérieux? Mais ouais, c'est une expression pour dire les champions, mais à l'époque, on les appelait comme ça. Et en fait, non, les cakes, c'est ceux qui n'étaient pas très bons. Enfin, moi, c'est l'impression que j'avais. Il y avait les bons, et puis les cakes, c'est ceux qui voulaient faire croire qu'ils étaient bons, mais en fait, ils n'étaient pas très bons. Mais bon, ça, c'est l'idée que j'avais, moi, des cakes. Je vais aller faire un cake, hein, bougez pas. Ok, bon. Donc, les pourris, vas-y. Ouais, donc j'ai vu en spectateur la tête et les jambes. J'ai vu au journal de TF1 le record de vitesse tractée de Jean-Pierre Marquand. Oui. C'est des trucs voilà, qui ont animé vraiment une passion du skate pendant ces premières années-là. C'est vrai que la construction s'est faite réellement en 77. Il n'y avait encore aucun média spécialisé. Les magasins du même titre commençaient un petit peu à émerger gentiment. Et avec le team Banzai, on a été quand même sur le devant de la scène à faire beaucoup de reportages pour les 3 chaînes. À l'époque, il y avait 3 chaînes. Et c'est ce qui a suscité beaucoup d'intérêt et de vocation par la suite. Et la relève est arrivée, les forces vives aussi, et tous ceux qu'on a connus après, qui sont grimpés dans le palmarès, ont suivi très rapidement. Ça a été très rapide, en fait, toute cette ascension. Hein. Et 78, ça a été l'explosion, ça c'est clair. C'est vraiment l'explosion. Et donc, les années 80 arrivent, et là, finalement, tout le monde a rangé sa planche de skate. Donc, moi, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. J'ai continué à skater de temps en temps, mais skater seul, c'était pas terrible. Ouais, c'est ça. Et puis un jour, en 83-84, je retournais de temps en temps à la patinoire, et là, bim, je tombe sur les frères Sanz, donc Jean-Luc, Alain et Eric. Jean-Luc te passe le bonjour. Hein. Salut Jean-Luc. Voilà. Il habite juste à côté de chez moi, et ça fait 6 mois il faut qu'on se voit, et puis on n'a jamais le temps. Mais bon, s'il écoute, je te salue. Un jour, je vais venir chez toi, t'inquiète pas. Ouais. Donc, ça redonne envie de ripper à fond, quoi. Et puis, eux, ils avaient des planches surmodernes. Ils allaient à Paris, côtoyaient tous les gars qui avaient maintenu un petit peu à flot le skate pendant les années où il se passait plus rien. Et puis, par là, voilà. Donc, là, on recrée carrément le club de skateboard de Rennes.
Et on construit après avec des adhérents du skateboard, du skateboard club, avec Bertrand Petit, principalement, qui est vraiment la construction du skatepark, tout en DIY, quasiment sans thune, parce que au final, on avait très très peu de budget à cette époque-là. Et on a fait un petit parc indoor comme ça, complet, de un peu plus de 300 mètres carrés, dans lequel il s'est passé plein de choses. C'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est une carte d'adhérent du skatepark, du skate club de Rennes. Alors ça, c'est génial. Brace Brigade. Alors moi, je sais ce que c'est, mais vas-y, raconte pour ceux qui, alors peut-être savent pas ce que ça veut dire BZH. Vas-y, mais c'est génial comme clin d'œil, quoi. Ouais, c'est un petit clin d'œil. On est en Bretagne, alors c'était on va dire un crew un petit peu secret, donc enfin pas secret du tout, mais on se retrouvait aussi, on organisait des contests aussi avec les clubs et des rencontres avec les clubs de Bretagne, et donc on avait lancé aussi à cette époque-là la Brace Brigade. Il y avait c'était un petit clin d'œil à la Bones Brigade, Brace. Ouais. Et donc voilà, donc on pouvait être nombreux de la Brace Brigade et dépendre de clubs complètement différents, quoi. Donc c'était une façon de fédérer, de se réunir, et puis à l'occasion de l'organisation d'événements en Bretagne, quoi. Donc nous, notre club à Rennes, c'était l'ACO Skateboard Club de Rennes. Et ça, c'était ma licence quand j'avais 12 ans. À l'époque, le skate était à la Fédération française de surf. C'est ça, toutes celles qu'on a eues, ouais. Ouais. Et puis voilà, donc on a relancé. Alors c'est assez excellent parce que dans les docs que j'ai retrouvés aussi, j'ai le carnet des adhérents du club de skate, écrit par alors ça, c'était vraiment notre logo et l'ACO Skate Club avec c'était la carte du club de skate de Rennes. D'accord. Alors juste une petite parenthèse, Rémi, parce que quand le skate est tombé en désuétude en 79, début 80, s'il retourne à la rue, il n'y avait plus rien, plus de médias, c'était des petits groupes isolés qui cherchaient un peu de l'info partout, qui skataient entre eux. Le street commençait à se développer, les planches déjà commençaient à être XXL, pareil, les baggy, tout était XL en fait. Et puis à un moment donné, sont arrivés, d'après les plans qui étaient faits sur un magazine américain, du côté de La Rochelle, ils ont fait la première rampe avec plat et plateforme. Et à partir de là, il y a eu un essaimage, ça redonnait une image positive au skateboard qui gravissait les hauteurs, qui était très très aérien. Et de là, il y a eu le découlement de tout ce qu'on appelle la conception de modules, de mini, de micro, qui n'existait pas auparavant, quoi. En fait, je crois que c'est la grande rampe, la première grande rampe qui a mis le feu, qui a créé l'étincelle pour créer tous ces systèmes modulaires qui ont commencé à fleurir au niveau de certaines villes, quoi, de clubs et autres. C'est bien ça. Et donc Rennes a profité de ça et a diversifié. Ce que j'ai vu, la patinoire, c'était assez compact. Vous avez fait un truc assez dingue quand même. Ouais, on a fait un truc assez dingue. Bon, c'est un travail qui a été fait avec plein de gens, évidemment. On était complètement, pour la plupart, autodidactes, complètement. C'est du pur DIY, quoi. Oui. Ce parc, donc un ensemble de mini avec une aire de street. Et puis c'est surtout dans le concept que c'était intéressant parce que tout s'enchaînait en fait et on pouvait sortir de la mini, rentrer dans l'aire de street et vice versa. Donc ça c'était bien aussi pour faire des entraînements toute l'année parce que des entraînements ou simplement venir faire la session. C'était ouvert le soir, c'était ouvert le week-end, voilà, et puis qu'il pleuve, qu'il vente, on avait toujours notre spot. C'est génial. Et comme c'était compact, vous avez pu vraiment utiliser la moindre petite surface, le moins de mètres carrés. Et puis, ce qui est génial, d'après les photos, là, il y avait énormément de transitions, de possibilités, quoi.
Ah bah c'est sûr, on a utilisé absolument le moindre mètre carré exploitable. Je sais pas si tu peux nous remettre les photos en noir et blanc du spot. Non, ça c'est des constructions actuelles. C'est celle-là, Ouais, voilà. c'est celle-là, ouais. Là-dessus. Là, la photo, elle est prise de la plateforme. Ah, Et c'est génial. partie spine, un petit Vulcano en premier plan avec un whoops. On avait sur le côté un wall avec quasiment 1,50 m de vertical. Il y en a Ah qui ouais, il est énorme. Ah, oui, oui. il était surdimensionné. Et donc l'autre côté de la mini rampe et à l'arrière de cette plateforme au centre de la photo, là, on avait le démarrage de l'aire de street. Je ne sais pas si tu peux nous la mettre, Xavier, c'est là. Voilà, là, on est complètement à gauche, c'était la plateforme. Et là, on avait un plan incliné qui rentrait dans un espèce de virage incliné comme ça, qui était dans les transitions. Il y avait des tremplins, c'était surmonté par une petite marche tout du long qui tournait. Donc, il y avait vraiment moyen de développer un skate moderne dans ce parc-là. Mais ce qui est génial et ce que je trouve aberrant, c'est que ça n'a pas été très médiatisé tout ça, parce que franchement, ça le méritait amplement, parce que on parlait beaucoup plus des pôles comme Versailles, comme Avon, comme Bourges, mais Rennes, franchement, voilà. Puis quand on voit ça, c'est hallucinant quand même pour une période, on va dire, de creux entre guillemets. Je trouve ça fantastique, quoi. C'est assez dommage quand même. Bah oui, c'est sans doute dommage. Après, nous, on a kiffé, hein. On l'a super bien. C'est une perte. Écoute, et l'avantage que ce soit pas médiatisé, c'est que personne n'y allait, il y avait que les locaux, quoi. Ah, il y avait des locaux, mais on a il y a eu des pointures quand même, hein. On a reçu plein de gens. Ouais, il y a eu vraiment des pointures à venir skater ce parc. Il était finalement connu, mais comme il était accessible aussi le week-end, bah, il y a des fois des grosses pointures qui se pointaient un samedi après-midi, ils faisaient leur session, ils repartaient. On les croisait pas forcément systématiquement. Wow. Voilà, mais enfin, c'est magnifique ça. Ça a généré une espèce de boule de neige. On avait Bertrand qui était très pris dans le truc, et il y avait Pascal aussi, Babalone. Il y avait Erwan Jadé qui a créé un club après à Saint-Malo qui s'appelait les Mouettes à roulettes. Et donc tout ce petit monde-là, écoute, hein, et les frères Sans, hein, je reviens à eux. Ah oui, d'accord. On essayait de se. Alors. Et vous avez des noms de clubs très folkloriques et très locaux. C'est bien, c'est super. Et on avait, en plus, sous la patinoire, là, on avait des locaux. Le directeur de la patinoire nous mettait à disposition des locaux qui nous permettaient d'entreposer nos machines, tous nos scies circulaires, les scies sauteuses, les machins, le bois qu'on avait en rab, qu'on a récupéré de droite et de gauche. Voilà. Ou pour dormir. Ou pour éventuellement dormir. On avait un petit frigo de 3 bières. Voilà. Ah, c'est génial ça. Ouais, on était bien. Wow. Alors, ça, c'est la patinoire, et à un moment donné, ils l'ont pété à la ville de Rennes. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que je pense que c'était lié au bâtiment, puis maintenant, il y a des immeubles. Des normes. Alors, ils ont reconstruit la patinoire, mais ils n'ont pas reconstruit le skatepark. Ils ont mis une pauvre rampe devant sur le parking pour faire croire qu'ils prenaient en compte le fait qu'il y avait un skatepark avant d'envergure quasi nationale. Donc là, ils ont mis un truc en métal tout à fait pourri. Et puis voilà, quoi. Donc, on n'a plus de skatepark indoor à Rennes, et c'est dommage. Alors, est-ce que c'est cette expérience du skatepark indoor qui t'a poussé à faire la rampe qu'on voit en photo là? Ouais, alors complètement. Ah oui, mais alors attends, parce que là tu es devenu carrément, tu t'es mis dedans à fond, tu étais pris par le truc, et tu as créé ton entreprise, c'est ça? The Edge. C'est carrément la création de The Edge. C'est début des années 90.
on avait cette expérience de la fabrication de parcs, de notre parc indoor. On a fabriqué pas mal de structures démontables parce qu'on faisait des démos, on tremballait des mini démontables, on faisait des démos. C'est comme ça qu'on gagnait en fait un petit peu d'argent pour s'acheter des matériaux. Et un jour, c'est ça qui est le truc extraordinaire, c'est qu'il y a on avait parmi les jeunes qui ridaient, il y avait les enfants du maire de Béton à l'époque. Et le maire de Béton vient me voir et puis il me dit mais on aimerait bien avoir quand même une rampe comme ça là chez nous, comme ça nos gamins ils viendraient pas forcément tout le temps à Rennes à la patinoire pour s'entraîner à faire du skate. Et je lui ai dit bah ok ouais mais bon on peut pas trop comme ça dans le cadre d'une asso on pouvait construire, mais pour construire pour une ville c'était compliqué. Voilà, je me suis renseigné, j'ai fait des stages de création d'entreprise à la chambre de commerce et puis The Edge a démarré comme ça, donc avec Bertrand, on était tous les deux associés et on a commencé à construire des parcs. On a fait une mini, une aire de street pour la ville de Béton. Ensuite, on en a eu une autre. On pensait qu'on allait faire ça tout à fait occasionnellement et puis au bout d'un an ou deux, on avait déjà trop de taf quoi. Donc c'est comme ça qu'a démarré The Edge. Il y a eu aussi la rencontre avec à cette époque-là, on était au CNS aussi, au Comité national. Oui, oui. Et on développait moi tout ce qui avait attrait à la formation de l'enseignement du skate. Et puis je sais que Bertrand il s'est plus occupé de la réglementation des compétitions, les critères de jugement, les formats de compétition, etc. Et puis voilà, tout ça dans une commission formation du comité national skateboard. Donc il y avait Fishman, il y avait Christophe Betty aussi qui était vraiment un interlocuteur et quelqu'un qu'on pouvait consulter, voir. Il a une grosse expérience à la fois de la pratique et de l'associatif. Il y avait Erwan Jadé aussi qui faisait partie de l'histoire. Et voilà, donc ça tu connais ça, Thierry, presque. Oh, oui. Je pense que c'était une période super intéressante. Oui, c'était. On a vraiment œuvré pour que le skateboard puisse s'enseigner et en mettant en place un diplôme, un brevet fédéral de l'enseignement du skate, on donnait une certaine forme de reconnaissance aux pratiquants. On avait plein de pratiquants de très très bon niveau qui ont été intéressés par le diplôme. Et cette reconnaissance, je pense, a commencé à emmener à concrétiser le skate, la possibilité de l'enseigner. C'était les débuts de l'école de skateboard. C'est ça. C'est pas un travail qui a été fait en vain, ça a quand même duré pas mal de temps et vous avez bossé comme des fous. Il faut reconnaître que là, vous êtes vraiment l'étincelle qui a donné naissance à l'école du skateboard d'aujourd'hui, c'est clair, parce que ces diplômes-là, ils ont peut-être été aménagés, légèrement transformés, mais le plus gros travail a été fait, il est resté en l'état. Et aujourd'hui, grâce à vous, voilà où ça en est, quoi. C'est ça. Par contre, chapeau. Franchement, faut le souligner, hein, parce que c'est vrai que vous êtes des personnes qui ont tellement œuvré, qui sont un petit peu restées dans l'ombre, mais ça, il faut le dire. Hein, vous êtes à l'origine de tout ça, quoi, avec Christian Bastien. Ouais. Bah oui, c'est ça. Ça dépend des personnalités des gens. C'est vrai que moi, j'étais mieux dans un atelier avec une scie sauteuse dans la main que. Oui, c'est sûr. Toi, l'exercice que je fais aujourd'hui, hein, merci Xavier de me donner l'opportunité de discuter de ça. Mais c'est vrai que, en fait, on a tous une place qu'on occupe parce qu'on s'y sent bien. Et je crois que moi, la construction de parcs, la conception, ça c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment super motivé.
Donc The Edge aujourd'hui, ça continue. C'est une boîte qui a 35 ans maintenant. Ah oui. Et ouais. Et c'est quand même assez intéressant. On a un atelier, donc on a longtemps construit des éléments modulaires, on a longtemps construit des rampes, que de l'ossature bois, que des choses les plus adaptées possibles avec et puis c'est la période transitoire en fait des installations éphémères entre guillemets, parce que les collectivités à l'époque ils n'avaient pas de recul, c'était encore considéré plus ou moins comme une mode ou passager, donc les investissements restaient relativement restreints, il fallait tester. Donc, on connaît l'histoire. Hein, quand une rampe n'est pas entretenue, au bout d'1 an, 2 ans, avec les intempéries, c'est pas la Californie, ça fait pas long feu. Hein. Bon, sans parler du reste. Et là, en fait, vous avez rebondi et vous êtes parti sur le durable, parce que maintenant, il y a une reconnaissance qui est quand même beaucoup plus. Le skate est devenu crédible, donc puis avec l'avènement, avec les JO, etc. Donc d'autant plus conséquent là-dessus au niveau des décideurs. Et maintenant, vous êtes parti dans le béton. Et comment t'es venu à ça, quoi? Mais attends Thierry, avant de parler du béton, j'aimerais bien qu'il nous parle de cette rampe sur vérin, parce que moi, je la connaissais pas, et quand vous m'avez expliqué, je dis ah ouais, ça a l'air d'être bien. Mais quand j'ai vu les photos, je suis tombé par terre, là, parce que je connaissais pas du tout. Alors, c'est venu comment, ça? Ouais. Alors ça, c'est avec The Edge, il y avait une partie d'événementiel. Donc, pareil, un héritage de ce qu'on a pu faire en associatif. Et moi, j'étais complètement obnubilé par les éléments démontables qu'on pouvait installer le plus rapidement possible. Et pour pouvoir faire des démos, de l'événementiel autour du skateboard, quoi. Donc, cette rampe-là, elle a été complètement fabriquée chez nous. Créé chez nous, inventé, quoi. On avait un brevet d'inventeur là-dessus. Et c'est clairement avec mon cousin Fabrice, qui est un mécanicien, qui l'est toujours, hein, de hors pair, qu'on a construit cette rampe. Donc c'est un système de vérin hydraulique qui déplie plusieurs éléments de la rampe. Je pense que tu dois pouvoir l'animer. Oui, la vidéo a l'air de pas passer. Ah voilà, ça y est, ça c'est la vidéo. C'est extraordinaire, ça. Alors là, waouh. Chapeau. On a un groupe hydraulique, des vérins qui te permettent de mettre en place la rampe. Et puis derrière, celle-ci, c'est une middle. Elle fait du plat au coping, on est à 2,30 m de haut. Et en démonstration, elle est juste incroyable, parce que du coup, les plateformes sont à 3 mètres. Donc visuellement, tu peux mettre du monde autour, et il y a une super visibilité, et ça reste une rampe qui est quand même très aérienne. Le rayon peut être un peu court, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des grands rayons, donc on a quelque chose qui va donner pas mal d'énergie, et c'est une rampe qui est assez aérienne et qui fonctionne très très bien en BMX aussi, et en skateboard. On peut vraiment faire des trucs d'enfer dessus. Donc ça c'est Mais ça, c'est super, c'est parce que c'est vraiment beaucoup mieux que les rampes qu'on avait dans les années 70, qui étaient toutes petites, pas larges. Et ça venait aussi du fait qu'il fallait pouvoir les transporter, quoi. Et donc, comme tu as une rampe qui peut se plier, effectivement, il y a plus de place, quoi. Mais c'est vraiment du super boulot que vous avez fait, là. C'est vraiment génial. Et donc, cette rampe, vous l'utilisez encore, c'est ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais, c'est de la qualité. Non, ouais, c'est bien. Elle marche très, très, très bien. Le prix de l'innovation, là, franchement. Ouais, c'est quelque chose que celle-ci, c'est un proto, mais un proto qui a duré, parce que c'était un proto très établi, très, très fini. Moi, j'ai toujours dans mes tablettes la Big qui est entièrement dessinée, mais qui reste évidemment à fabriquer. Voilà, pour ça, il faudrait trouver sans doute des financeurs, des partenaires. Mais on est sur un châssis de remorque
3 tonnes 5, c'est-à-dire que c'est aux normes en fait, la largeur et tout, c'est aux normes. Tout est aux normes, il y a un gabarit, tout est autonome de la route, tu peux rouler avec. Ça, Ouais. Et la big qui se déclinerait de ce modèle-là, elle était sur un châssis de semi-remorque, donc avec une largeur, une big de presque 15 mètres de large, atteignant des hauteurs de quasiment 4 mètres, quoi. Ah, c'est fantastique ça. Ouais, il y a encore moyen de faire. Il y a plein de choses. Parce que les rampes en bois qui sont pas forcément modulaires, mais qu'il fallait démonter, remonter, combien il y en a qui l'ont fait, et les kilomètres à trimballer, être complètement hors charge parce que les camions ils prenaient cher, c'était vraiment hyper dangereux et tout. C'était long à monter, long à démonter, c'était waouh, quand tu vois ça, c'est génial quoi. Ouais. Et puis oui, en effet, de l'événementiel durable, je vois le petit message. Ouais, bah oui. On est en pleine polémique de la destruction des skateparks des JO. Ouais, mais bon. On est tous écœurés par ça. Je crois qu'on est encore sous le coup sous le choc parce qu'au final, on n'entend pas trop parler. Non. Mais oui, de l'événementiel durable, on en a fait pour les JO aussi, puisqu'on a mis une rampe au parc des Jeux. Et voilà, bon, cette rampe, elle a servi. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir en termes de dimension avec ce qui a pu être proposé pendant les JO. Oui, mais oui, voilà, cette rampe, elle est rentrée chez nous et elle servira sur d'autres événements. Je pense que tu vas avoir des photos. Oui, je suis en train de les trouver, de les chercher, c'est pour ça. Une photo avec du rose et du vert. Oui, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Du rose et du vert, voilà. Voilà. Ah ouais, oui. On voit nous on appelle ça une flat box, c'est une petite Pira avec des plans inclinés, plans inclinés, un petit curb sur le côté, et puis à l'arrière, en arrière-plan, on voit la Mini. Voilà, donc ça c'était au Parc des Jeux pendant toute la durée des Jeux Olympiques, soit les JO et les Paralympiques, elle est restée jusqu'au 12 septembre. C'est ça qu'ils auraient dû qu'ils fassent, là, franchement. C'est du modulaire, c'est démontable, c'est transportable, c'est assemblage, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, là, on est sur un petit skatepark, puisqu'on était sur quelque chose en termes de proportion, ça représente 10 à 15% du volume du skatepark de l'aire de street qui était présente. Donc voilà, les capacités de faire, les entreprises françaises les ont. Bon, bah, ce sont des Américains qui ont œuvré pour les JO. Voilà. Non, c'est comme ça. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Ça a été fait, c'était beau, mais bon, voilà. Ouais. Bon, bah, en tout cas, on a été lancé sur ce terrain-là par le fait que les rampes, les éléments démontables puissent servir au niveau de l'événementiel et être durables après dans un second temps. Et après, au niveau de la société The Edge, en effet, comme tu disais, aujourd'hui, on fait beaucoup de maîtrise d'œuvre. Alors, les premiers skateparks béton, on les a fait, mais quasiment au tout début. On les a fait. On les a pas fabriqués, mais on était partie prenante, on va dire, des discussions. Il y avait Christophe qui était là aussi, Christophe Betty. Et la première entreprise qu'on a rencontrée dans les années, c'était en tout début 90. On a rencontré l'entreprise E de Bâtiment qui s'intéressait vraiment au skatepark et on a construit des skateparks en béton à Saint-Malo et à Évreux. Celui-là, il est où cette photo? C'est lequel? Celui-ci, ça c'est plus de l'actu. Ça c'est un skatepark qui a été construit à Douarnenez. Mm-hmm. Donc ça c'est un bol. Le projet de Douarnenez c'est un bol et une aire de street, donc fait par la mairie, après et le design du parc a été fait en collaboration avec les clubs et les riders locaux.
Et je me souviens de la Coupe de France qu'on avait organisée à Douarnenez, justement, c'était en 94. Et apparemment, c'est sur l'emplacement, hein, on dirait. C'est là où il y avait le club. Exactement, exactement. C'est marrant que tu te souviennes de ça parce que c'est le même emplacement. Eh ben, tu vois, j'ai de la mémoire. Hein. Ouais, carrément. Qu'on avait été surfer le soir avec les phares des bagnoles. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah oh là là. Oh ouais. Et le premier parc de Douarnenez, on l'avait installé avec Bertrand, c'est une structure en bois. Et c'est un truc de dingue parce qu'on dormait dans notre J9 à l'époque. Et il pleuvait à torrent, on avait monté les modules sous une bâche. Et on avait le groupe électrogène pour alimenter nos visseuses qui étaient sous la bâche. Alors, je ne te raconte pas les gaz d'échappement. En fait, on travaillait 10 minutes. Oh là là. Toxique. On a vraiment travaillé à la. C'était skate, quoi. C'était skate. Très bon. Alors, comment ça se passe pour fabriquer un skatepark en béton? La municipalité fait des appels d'offres. Vous êtes plusieurs compétiteurs. Par exemple, je sais pas, une municipalité décide de faire un skatepark en béton. Donc, il y a un appel d'offres. Alors, ils font un appel d'offres pour trouver. Alors, généralement, la décision de faire un skatepark en béton. Alors, on va avoir plusieurs cas. C'est une petite zone ou une zone un petit peu plus grande, mais généralement, la mairie commence par faire un programme. Donc, elle fait appel dans ces cas-là à un programmiste qui va déterminer tout le cahier des charges en fait de la construction, enfin du projet skatepark béton. Mmh. Ensuite, la mairie lance un appel d'offres pour trouver un maître d'œuvre. Donc, le maître d'œuvre, lui, va mener éventuellement des phases de participatives, même si cette phase-là peut être aussi gérée et prise en compte par le programmiste. C'est même souvent normalement le programmiste qui doit faire cette phase-là. Et le maître d'œuvre, lui, va dessiner le parc et faire une mission de maîtrise d'œuvre complète, donc des avant-projets, des projets définitifs pro, les plans d'exécution, et relancer du coup un appel d'offres pour trouver une entreprise qui va réaliser le skatepark. Ah oui, comparativement aux années 80-90, c'est plus du tout en lien avec les pratiquants, quoi, qui décidaient des modules qu'ils voulaient, quoi. Alors, c'est quand même très en lien avec les pratiquants parce qu'on a systématiquement un groupe de pratiquants qui on propose, ouais, évidemment. Ah oui. Mais c'est important parce que nous, on a un cadre de réflexion, on a un budget, on a un terrain, on va faire les études de sol, on va utiliser la topo du terrain pour faire un skatepark le plus intégré possible, paysager. Et puis on rencontre des conseils municipaux de jeunes, parfois simplement, parfois un club, des moniteurs de skate, c'est ce qui rapproche ah oui, quand même, bah oui, l'enseignement du skateboard, puisque eux vont utiliser le skatepark pour mener leurs cours, quoi, et les animer. Donc, ce sont des interlocuteurs pour nous qui sont privilégiés. Parce que le programmiste, lui, c'est quelqu'un de la municipalité, donc il n'est pas forcément au courant du skate. Lui, il peut faire des terrains de tennis, de football, de skatepark, de n'importe quoi. J'imagine, non comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'on voit que la plupart souvent les communes font leur programme eux-mêmes en consultant et en regardant, en se renseignant à droite à gauche. Mais dès qu'on dépasse un certain montant où on a envie d'avoir une structure qui puisse servir à de l'événementiel, à des compétitions, des choses comme ça, il faut faire appel à un programmiste spécialisé. Donc c'est vraiment une mission, qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage, du programmiste qui va prendre en charge
qui va prendre en charge voilà, l'ensemble du programme. Donc le programmiste, il n'est pas dans la municipalité, c'est un consultant externe qui Voilà, est spécialisé en skatepark. c'est ça. Ah, ok, ok, C'est ok. ça. Et donc c'est le programmiste donc, qui va sur place et qui contacte les skateurs locaux parce qu'évidemment il sait déjà ce qu'il veut faire, quoi, bien entendu, quoi. Mais bon, il va voir les skateurs locaux en leur demandant est-ce que vous voulez du street ou du ball ou un peu des deux ou comment ça se passe? Parce que évidemment si on construit des skateparks mais on demande pas aux locaux ce qu'ils veulent, est-ce que c'est pas un peu voué à l'échec, ça? Ah oui, carrément, c'est exactement le travail du programmiste. Alors parfois, on a ces petits bouts de mission aussi, nous, dans nos maîtrises d'œuvre, mais rencontrer les pratiquants, bien identifier le type de pratique, parce que, bon, évidemment, sur un skatepark, il y a des skateboarders, mais il y a aussi des gens qui font de la trotte, du BMX, du roller. Donc, il y a tout ça, il y a tout ça à prendre en compte. Et puis le programmiste, il travaille avec un projet. Enfin, ce qui est intéressant avec le programmiste, c'est que par rapport aux objectifs de la commune, de la mairie, on va avoir un projet qui va être différencié suivant la capacité à ce projet de convenir aux objectifs. Et du coup, il y aura plusieurs échelles de prix. Mais quand on voit un programme bien réalisé, on s'aperçoit que l'équipement qui va en découler va être dimensionné correctement. Et ça, c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, certaines communes vont dire, bon, nous, on a un budget de 200 000 euros, 250 pour faire un skatepark. Et ils ne savent pas que la demande, elle provenait du 30, 40 pratiquants, mais qu'une fois que le skatepark va être là, c'est pas 30, 40 qui va y avoir, c'est à tous ceux qui attendaient qu'il y ait un skatepark pour venir, tous les potes, et il va se retrouver avec 100, 120 personnes. Et donc, on a souvent le cas de skateparks qui peuvent être assurés, complètement saturés, pardon, des couvertures, quoi. Alors, j'ai une question sur les prix. Alors, le skatepark le moins cher que tu as fait, il coûtait combien? Enfin, combien tu l'as vendu? Et le skatepark le plus cher, il a coûté combien? Combien tu l'as vendu? C'est juste pour avoir une idée. Moi, à peu près. Ouais. Je vais te parler du marché plus que de nous. Donc, un skatepark, si on parle de béton, on peut faire un petit parc avec des curbs, une barre, où il n'y aura pas forcément de lanceur à droite et à gauche. On pousse un petit spot de street, quoi. 300 mètres carrés, allez, on va dire autour de 90 000, 100 000 euros. Okay. Et puis aujourd'hui, en France, il y a des skateparks qui valent 1,5 million, 2 millions d'euros. Ouais. Donc, c'est à partir du moment où tu veux que ton équipement puisse accueillir des événements nationaux, internationaux, bon, tu vas avoir un minimum de 1000, 1500 mètres carrés de street, tu vas avoir 600, 700, 800 mètres carrés de pôle. Derrière, tu vas avoir tous les aménagements aussi autour, parce qu'un skatepark, c'est plus qu'un équipement sportif, c'est un lieu de rencontre intergénérationnelle. Il y a énormément de choses qui s'y passent, les parents qui amènent les enfants, plusieurs disciplines, il y a des gens qui ont des gros niveaux dans les parcs, il y a des gens qui sont débutants, il se passe quand même énormément de choses. D'accord. Pour accueillir tout ce monde-là, un point d'eau, il faut des espaces d'attente. Des sanitaires au minimum, des choses comme ça. Ouais. Des sanitaires, l'électricité aussi. Moi, ma question, c'est en termes de configuration, d'accord. Il y a des plans, forcément. Vous qui êtes des skateurs, vous connaissez les lignes qu'il faut pour aborder le parc en lui-même.
pour justement se faire plaisir au maximum et rentrer les tristes de folie qu'on a envie de faire, quel que soit le niveau. Si c'est imposé, des fois, c'est pas forcément l'État par rapport aux pratiquants eux-mêmes. Est-ce que vous intervenez sur les plans pour justement dire attention, là, ça faudrait le faire comme ça et comme ça. Est-ce que vous êtes aussi conseiller dans l'élaboration des plans? Ah oui, Thierry, je pense que tu as donc sans doute mal dit les choses. C'est pas le programmiste qui fait les plans. Hein. Nous, bon, d'accord, ok. Non, le programmiste, il fait le programme. Voilà, il dit tiens, il y a de l'événement régional, on va faire un parc de 400 mètres carrés de bol avec 600, 700, 800 mètres carrés de street et on faudra des cheminements piétonniers, on va faire une zone d'accueil. La mairie veut qu'il y ait un point d'eau et éventuellement un éclairage. D'accord, ok. Ouais. Le programmiste, il dit les mots, hein, il écrit en fait le projet. Il n'intervient pas sur les plans, quoi. Ouais. Non. Bon. Les plans, c'est la maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre, elle prend le programme et dans le cadre du budget, du programme, des attentes des pratiquants. Le cahier des charges, quoi. Ouais. On commence à dessiner et on fonctionne par phase. On fait d'abord un avant-projet sommaire, donc une implantation, quelle superficie, les fonds, on dégrossit un peu les formes du parc et les zones qui vont être occupées par tel ou tel spot. Et puis on avance comme ça jusqu'à la phase qu'on appelle pro, où là on va dessiner les plans, les coupes, et tout ce qui va servir aux entreprises à chiffrer le skatepark et à commencer ses travaux. Et donc derrière, pendant les travaux, le maître d'œuvre suit les travaux. D'accord. Et va jusqu'aux opérations de réception en accompagnant la mairie dans ses opérations de réception. Alors, on a une question intéressante là. Julien Bouvier qui nous demande le même skatepark à 2 endroits différents ne va pas coûter le même prix. Et en fait, j'ai cru comprendre que il n'y a pas 2 skateparks identiques. Tous les skateparks sont différents, non? Tu peux nous expliquer ça? Oui, les skateparks sont tous différents puisqu'on va les concevoir en fonction encore une fois, du programme, des attentes, d'un budget et puis d'un terrain. Donc, on s'adapte complètement à la typologie du site et de l'attente qui peut y avoir autour de ce projet de skatepark. Si vous le faites à 3000 mètres d'altitude ou intramuros Paris, c'est sûr que c'est pas le même prix, même si c'est le même, en gros. Alors, oui, il y a les contraintes quand même, et de transport, et de matériaux, et de... Non, ça joue quand même. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans le détail technique. Aujourd'hui, on est là pour parler de skateboard. Mais évidemment, les études de sol, si on est sur un sol, par exemple, en tourbe ou quoi que ce soit, on ne va pas avoir de portance suffisante pour nos dalages. Et il va falloir creuser plus profond, empierrer plus pour avoir une portance suffisante. On est quand même sur des dallages en béton de 15 cm d'épaisseur. Donc voilà, c'est les contraintes du terrain en fait, et puis les évacuations pour les eaux, enfin tout quoi. Exactement, ouais, le terrain, et on peut avoir une nappe phréatique très proche de la surface, on peut être dans un terrain qui une zone inondable. Hein. Oui, aussi, c'est vrai. Moi, j'ai connu ça dans un petit skatepark où ils ne pouvaient pas le faire plus profond le bol parce qu'à cause de la nappe phréatique. Oui, complètement. Ouais, alors dans ces cas-là, on peut essayer de se dire qu'on va faire un bol semi-enterré, mais on a plein de solutions. Après, d'un point de vue environnemental, ce qui est intéressant avec les skateparks, c'est que généralement, on fait en sorte que toutes les eaux de pluie se réinfiltrent sur les côtés, ou s'il y a une partie centrale paysagée, ça peut se réinfiltrer aussi dans la partie centrale. Et puis les fonds de bol, évidemment, on nous pose toujours la question, comment les bols, ils se transforment pas en piscine, etc. En fait, il y a vraiment des bondes d'évacuation, comme dans notre baignoire. Et tout ça, c'est relié soit à des puits perdus, soit on a la possibilité de le réinfiltrer, soit ça va rejoindre une noue.
ou un fossé ou le réseau, Le réseau des eaux pluviales, quoi. d'évacuation des eaux pluviales. D'accord, d'accord. Alors tout ça, ça doit prendre extrêmement de temps à faire, non? Alors entre l'appel d'offres de la mairie et Ouais. le maire qui coupe le ruban, ça prend combien de temps? 6 mois, un an? Ça dépend du parc, mais c'est vrai que aujourd'hui, la moyenne, c'est 1 an. Un an. Ouais, 1 an. Ouais. 1 an. D'accord. Ouais. Chers amis, je vais être obligé de vous abandonner. Ah non, Bon. Thierry. Je suis vraiment désolé. Ouais, je suis vraiment désolé. Merci à toi, Rémi. Merci à ceux, aux auditeurs. Moi, je vous dis à samedi prochain. Là, le devoir m'appelle, malheureusement. C'est comme ça, c'est des impondérables. Mais la discussion est intéressante. Continue, les garçons. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Merci à vous en tous les cas. Merci Thierry, on se retrouve samedi prochain à 18h. Et Rémi, on reste encore 5-10 minutes, d'accord? J'ai encore des questions à te poser. Merci à toi, Rémi, c'est génial. Merci. Au revoir merci. Thierry. Salut. Alors Rémi, j'ai une question à te poser parce qu'au début, il y a une dizaine de minutes, ce que tu as dit, parce que nous, on est skateur, donc moi, je suis skateur, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un skatepark. Mais toi, ce que tu dis, c'est que en fait, toi, tu essayes de faire un skatepark pour tout le monde, enfin pour les BMX, pour les trottinettes, etc. Alors ça me semble une approche intéressante parce que alors ça, c'est un problème additionnel, mais on a tous des problèmes avec les trottinettes. Alors, comment tu fais pour intégrer le BMX, le skate et les trottinettes dans un skatepark ça s'appelle skatepark, ça s'appelle pas trottinette park, tu vois? Ouais, et on a ces discussions évidemment entre nous, concepteurs de skatepark. C'est des vrais sujets, mais faut se mettre à la place toujours de la mairie. Donc, il va aller chercher un projet, un programme. Ils ont dans leur commune des jeunes qui font de la trotte, quelques-uns qui font du skate, quelques-uns qui font du BMX, d'autres du roller. Donc, et ils savent qu'ils peuvent, tous ces jeunes-là vont demander un skatepark. Oui. Le BMX, ça peut être différencié. Ils vont parfois demander un pump track, un terrain de dirt, des choses comme ça. Mais d'une manière générale, on peut avoir une demande comme ça avec des activités mixées. Alors, nous, comment on fait en fait, il se trouve qu'on a un dénominateur commun, c'est le street. Le street, ces disciplines, elles se sont développées. Le skateboard, ça c'est il y a la partie courbe, il y a la partie rampe, etc. C'est technique. Je suis dans le street, en fait, l'idée, c'est de s'accaparer l'espace urbain pour en faire un terrain de jeu. Et à une époque, les rollers avec l'agressif ont fait ça. Les gars des trottinettes, c'est pareil. Ils adorent se faire des sets de marche, des rails, des choses comme ça. Et puis en BMX aussi, il y a vraiment des streeters qui sont dans la finesse du mouvement, qui ne sont pas forcément dans des zones acrobatiques. On va dire que la différenciation dans les skateparks des zones de pratique, c'est qu'on va parfois créer à côté une zone acrobatique qui va servir plus au saut, donc avec des gros modules d'élan, des grosses tables de saut, des grosses fanbox. Ça va permettre de faire des figures acrobatiques aériennes. Et ça peut être demandé par les gens qui font du BMX, du roller ou de la trottinette, beaucoup moins en skateboard. Donc, on fait des skateparks mixtes, parfois. Oui. Donc, on laisse de l'air dans le parc. Et puis, on fait parfois des skateparks qui sont carrément soit typés, très typés skate, très typés street ou ball, ou des choses comme ça. Après, je vois l'avantage du ball, c'est que quand on est dans de la courbe, on va essayer de mettre en situation des transitions, des hips, ce qu'on appelle des spines à l'intérieur du bol. Et tout ça, c'est autant de spots et d'endroits dans le bol qui pourront servir à ces disciplines en roller, en BMX, à faire des sauts. Donc on trouve des compromis.
Oui. Alors, j'estime que je pense que tu as déjà pensé à ça, non? Mais est-ce qu'on peut pas faire des sortes de couleurs pour expliquer ce que c'est? Par exemple, le bol, je sais pas, après, peut-être une couleur en rouge, un ruban rouge autour du bol, et en expliquant bah, tout ce qui est rouge, c'est pour les gens qui savent vraiment faire du skate. Et les trottinettes, ce serait, je sais pas, une couleur bleue pour expliquer que bah, si vous faites de la trottinette et si vous avez moins de 10 ans, il faut rester dans la zone bleue, quoi. Parce que le Ouais. problème qu'on a tous, et moi ça m'est arrivé aussi, hein, c'est de voir des petits gamins de 9 ans qui vont dans les bols de 2 mètres de haut, tu vois, et ça c'est extrêmement dangereux. Donc comment on peut faire pour que ces gamins, et je sais que c'est pas de leur faute, quoi, mais ils savent pas que c'est dangereux. Donc il faudrait faire penser pour quelque chose pour leur dire voilà, vous avez l'espace trottinette et nous on a l'espace skate. Et bah, si vous n'avez pas le niveau, vous pouvez pas aller dans la zone rouge. C'est possible de faire des choses comme ça ou pas? C'est difficile de le faire. Euh, c'est difficile de le faire. Parce que si avoir une zone différenciée pour l'initiation, quelle que soit la discipline d'ailleurs, une petite zone même tout simplement roulante pour apprendre à pousser, parce qu'on voit dans les skateparks, les parents, ils emmènent des gamins en draisienne maintenant, hein. Donc évidemment qu'on n'a pas envie de les voir dropper dans des bols un peu rades. Ça fait un petit peu peur. Après, je dirais que dans un bol, à la limite, tous les gens qui sont autour avant de dropper, ils le voient, le gamin. Donc ils vont pas s'aventurer à dropper dans le bol s'il y a déjà un gamin dedans. Donc c'est à la limite moins dangereux que dans une aire de street où là les gamins ils ne regardent absolument rien, et qu'ils soient en trottinette ou en BMI, en roller, ils ne regardent pas ce qui vient de droite ni de gauche. Jusqu'à l'âge de quasiment de 8 ans, ils sont à côté du skatepark. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train de prendre son élan pour sa ligne de street, et le gamin il va débouler au milieu sans regarder du tout. Donc là évidemment c'est accidentogène à fond, quoi. Les trottinettes en effet aussi, ils ont des figures techniques où ils balancent la trottinette très très loin d'eux pour faire la faire tourner, retomber dessus, des tail whips, des choses comme ça. Et ça aussi c'est assez moi, j'ai vu des accidents dans les parcs à cause de ce type de pratique, des plateaux simplement qui arrivaient dans la gueule du voisin, quoi. Et j'ai vu des choses assez graves, hein, même sur les skateparks. Donc après, il y a une cohabitation qui se fait. Je crois que les pratiquants qui vont en skatepark finissent par s'éduquer aussi sur la cohabitation, sur le respect de la pratique. Il faut faire attention avec les plus jeunes, c'est aussi et sensibiliser les parents aussi, hein, qui laissent les gamins s'aventurer sur le skatepark sans leur donner vraiment de consignes et sans être avec eux. Là, en effet, il peut y avoir des choses un peu compliquées à gérer, quoi. Oui. Alors moi j'ai un problème également avec les parents qui laissent leur gamin, quoi, ou qui viennent et qui s'assoient sur le bord et qui laissent le gamin. Et puis il y a une vidéo qui circule sur Facebook là depuis une semaine, et je sais que c'est pas récent, ça fait des années que ça dure, quoi. Mais les parents viennent et ils insultent les personnes qui ont 30, 40 ans en leur disant mais vous vous rendez compte quel âge vous avez? Laissez le skatepark aux enfants. Et donc pourquoi quand on a 30 ou 40 ans ou 50 ans on n'a pas le droit de faire du skate, tu vois? Et c'est quelque chose qui me paraît absolument incroyable, que des parents viennent en disant mais vous avez 40 ans, vous pouvez pas faire du skate, il faut laisser ça aux gamins. Donc effectivement, il y a également il faut expliquer aux parents que bah, c'est pas parce qu'on a 40 ans ou 50 ans qu'on n'a pas le droit de faire du skate dans les skateparks, tu vois. Oui, il y a des cons partout, hein, je te dirais. Et ceux-là, ils doivent vraiment en faire partie. Moi, j'aimerais pas trop les croiser sur les skateparks parce que, à mon avis, on pourrait avoir des propos, des propos fâchés. C'est en effet le skateboard, c'est aujourd'hui, comme disait Thierry tout à l'heure, il y a des gens qui ont 60 ans qui font du skate. Moi, je fais du skate aujourd'hui avec mon fils, Elliot, qui skate déjà depuis longtemps, qui s'y est mis avec sa bande de potes de façon indépendante. Et aujourd'hui, je travaille avec lui.
Et surtout, je pense qu'il m'a carrément reboosté sur l'envie de skater. Donc, si tu veux, quand tu as 50 balais, reskater, essayer de retrouver un petit peu ces tricks, c'est pas simple, mais ça fait qu'on est sur les skateparks et il y a beaucoup de parents de skateurs ou qui viennent et qui accompagnent leurs enfants pour leur montrer, pour être avec eux, pour partager un truc. Et ça, il n'y a pas que ça. Il y a plein de skateurs, même dans la génération du roller, on va dire agressif, on va appeler le roller agressif. C'est des mecs qui ont aujourd'hui 35, 40 balais et puis qui retournent sur les skateparks et qu'on leur place sur les skateparks autant que les plus jeunes et les gamins. Hein. Non, c'est clair. C'est clair. Nous, on fait attention à ça dans notre conception. On fait attention à avoir des zones parfois un petit peu différenciées de plus en plus. Hein. Je dirais que moi, j'aime bien dans le skatepark qu'il y ait une zone un petit peu différenciée, qui ne soit pas forcément complètement isolée du parc, mais qui fasse que quand on arrive on n'est pas une trajectoire trop rapide pour arriver dans cette zone d'initiation. Donc on fait ça nous dans nos conceptions. Hein, voilà, c'est notre façon de travailler. Chez The Edge, on est 3 personnes. Je bosse avec Aurore qui est graphiste. Et qui fait paysagiste. Je bosse avec Elliot maintenant, aussi, mon fils, moi, et puis des intervenants extérieurs aussi, occasionnellement sur des projets suivant la taille du projet. Et le gardiennage, parce que moi je vais dans les skateparks, je vais principalement à 3 skateparks. Il y en a un qui s'appelle The Cove, qui est municipal de Santa Monica, un autre qui est à Culver City. Et là, c'est des skateparks municipaux, donc il y a des gardiens qui sont à l'entrée. Et quand tu vas au skatepark de Venice, il n'y a pas de gardien, mais en fait, c'est on va dire, les anciens, qu'il y a toujours une paire d'anciens qui sont là et qui font la police, quoi. Qui disent, ouais, voilà, quand ils voient des choses dangereuses, les gens viennent, enfin, les gardiens, entre guillemets, non, viennent en disant, ah, tu peux pas faire ça, quoi. Incroyable, c'est génial. Après, ça fonctionne pas de la même façon en France et aux US. Nous, la plupart des skateparks, sauf les skateparks indoor encadrés ou les trucs comme ça, voilà, où, là il y a du monde, on passe une porte et il y a du monde en permanence pour surveiller ce qui se passe. Donc tous les skateparks ils sont en accès libre, ouais. Donc il peut s'y passer un petit peu. Et avant ils mettaient des clôtures autour, mais maintenant il n'y a plus du tout de clôture. Voilà, on est vraiment sur de l'accès libre et en effet sur certains skateparks très fréquentés, quoi que ce soit, on peut avoir des pratiquants plus âgés ou le moniteur de skate qui va intervenir et donner des consignes aussi soit aux parents ou alors aux plus jeunes s'il y a une pratique un petit peu dangereuse qui est présente. Ben maintenant que tu parles des clôtures, je crois que bon, j'ai pas visité tous les skateparks, bien entendu, quoi. Mais la dizaine ou douzaine de skateparks que j'ai visités en Californie, ils ont tous des clôtures. Le seul qui a pas de clôture, c'est le skatepark de Venice, mais je crois qu'il y a des clôtures également pour des problèmes d'assurance. Et donc, en général, quand il y a des clôtures, donc tu as quelqu'un à l'entrée et tu dois mettre ton nom et ton numéro de téléphone, etc. Et s'il y a parce que il y a des problèmes, il y a des gens qui se blessent forcément, quoi. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des accidents graves. Donc ici aux États-Unis, tout le monde, comment on dit en français, comment on dit en français, tout le monde va sue tout le monde, non? Donc en France, ça n'existe pas encore, quoi, c'est ça?
Non, alors je pense que c'est aussi lié au système, peut-être au système social. C'est sûr que quand tu as un accident aux États-Unis, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais enfin, franchement, je dis ça, mais je connais pas le fonctionnement. Mais nous, on a un accident, on va à l'hôpital, on se fait réparer, etc. Peut-être que c'est plus compliqué aux États-Unis, c'est plus grave. Quand tu as un accident, ça a un vrai impact peut-être sur ton à plein niveau. Ah ben, effectivement, maintenant que tu le dis, il n'y a pas de système national de santé, quoi. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'assurance maladie, par exemple, bah, tu te casses le bras dans un skatepark, tu vas à l'hôpital, ça te coûte 10 000, 20 000 dollars, quoi, parce que c'est le prix, quoi, ou même peut-être même plus, quoi. Donc, effectivement, dans ces conditions-là, ça pose un problème pour tout le monde, quoi. C'est parce que si toi, tu skates, mais que tu blesses un petit gamin de 10 ans et que ça lui coûte aux parents 20 000 dollars, tu vois, effectivement, là, il y a des problèmes. Donc, ils essayent tous de faire en sorte que on évite les problèmes, quoi, tu vois. Ouais, mais je comprends. Et j'avais pas pensé à ça, mais effectivement. Il y a des points de responsabilité qui sont pas du tout, on vit pas les mêmes trucs. On vit pas du tout les mêmes trucs qu'aux États-Unis. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et bon, tout ça, c'est des sujets super intéressants. Et donc, moi, je voulais parler aussi à l'occasion de cette interview de notre groupement interprofessionnel. Ouais, vas-y, bien sûr. On s'est réunis en fait, les acteurs professionnels de la construction de skateparks, que ce soit les concepteurs, les programmistes et les constructeurs de skateparks, donc les entreprises de béton, dans un groupement interprofessionnel qui s'appelle Skatepark de France. Et voilà, on aborde ces sujets-là, on aborde en fait, on travaille ensemble pour professionnaliser et construire un petit peu les métiers du skateboard, enfin les consolider et évidemment à travers des associations qu'on va pouvoir faire avec des organismes spécialisés dans les bétons. On essaye d'affiner un petit peu toute la méthodologie de la construction d'un skatepark, la façon dont on va les faire, et on entame des sessions comme ça de travaux et d'écriture pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Et du coup, on croise énormément d'utilisateurs des skateparks, des moniteurs de skate, etc. Et donc ces gens-là nous ramènent aussi les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir professionnellement travailler sur et développer leur activité professionnelle. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous amène à l'envie de donner de la crédibilité au métier du skateboard, de donner la possibilité à des jeunes de penser métier skateboard. Et voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qui se passe en ce moment au niveau de la discipline en elle-même, quoi. J'avais une question au niveau de la construction du skate. Si on s'aperçoit qu'on a un bol qui est de bonne qualité et qui plaît à tout le monde, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de le faire plusieurs fois? Et je vais te donner l'exemple du Combi Pool, qui était l'un des premiers skateparks à la fin des années 70 à Pipeline. Et puis, donc, il a été détruit, évidemment. Mais 25 ans après, ils ont refait exactement le même dans le skatepark de Vans, c'est exactement le même, avec les mêmes dimensions et tout. Il y a juste la margelle qui était un petit peu différent. Et puis, donc, ça marchait très, très bien. Tout le monde était content. Et Vans a refait un autre. Donc, en fait, le même ball a été fait 3 fois, quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire le même ball un peu partout si on sait que le ball, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a envie de rider, quoi?
Ouais, écoute, c'est parce que on est sans doute là sur des combi-pools qui sont euh, peut-être qu'il y a une marque. Du coup, on est sur un combi-pool Vans. Tu dis, moi, je vois tout à fait cette structure. Elle est fat hein, déjà. On est sur un complexe de 3 bols qui sont quand même bien dimensionnés. Ah ouais, c'est C'est assez peut-être grand. pas ouvert non plus à tout le monde, mais on attend que ça, nous, en France, d'avoir des bols de cette dimension. Alors, pas forcément de la même forme, mais avec un concept qui soit identique. Mais voilà, c'est l'essence des skateparks. Il y a pas de skatepark identique. Ah ouais, Bon, c'est vrai, c'est vrai. voilà, Non, c'est je te parle ça parce que c'est vraiment l'exemple qui me vient à la tête où un ouais, skatepark des années 70 a été reconstruit à l'identique au ouais, début des années 2000, quoi, tu vois. Et il était tellement bien qu'ils l'ont encore reconstruit à l'identique dans un autre endroit, quoi, tu vois. Donc je me dis, waouh, donc ce bowl-là, euh, ça fait 40 ans que le concept, c'est un bon concept, quoi, tu vois. ouais. Ah non, mais je comprends qu'on puisse avoir envie de faire revivre ces structures, mais il en faut, il en faut. C'est, moi je sais pas en France, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'équivalent qu'on a envie de reconstruire et qui n'existe plus. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui s'intéressent à la Villette, comment la Villette a été construite, par qui elle a été roulée, etc. Et quand on voit aujourd'hui des images de la Villette, bon, il faudrait certainement reprendre certaines choses. J'ai pas roulé dedans, moi. Hein, je sais pas comment Je pense était. pas. Mais, Moi, j'ai roulé dedans et je peux te dire que c'est pas une bonne idée de refaire à l'identique le skatepark de la Villette. Et je crois que ouais, c'est même pas une bonne idée de reprendre certains éléments. D'abord, ouais, le béton était très granuleux, c'était pas de la bonne qualité. oui, Et c'est d'ailleurs, ça. j'ai une question sur le béton, quoi. Tu peux nous expliquer très rapidement quels sont les différents types de béton et pourquoi la qualité du béton est importante dans un skatepark? La qualité du béton est super importante parce il faut des bétons lisses, bien finis, bien serrés. Aujourd'hui, on a aussi des notions d'esthétique. On peut utiliser des bétons colorés dans la masse. On peut utiliser du quartz aussi, suivant la méthode constructive des entreprises. Alors, il y a des gens qui vont utiliser du béton projeté, d'autres qui vont utiliser des bétons talochés en place, mais d'une manière générale, il y a des formulations de béton qui sont spécifiques, qui vont permettre d'avoir des bétons de qualité. Et ensuite, c'est tout le travail qui est fait à la taloche et au lissage du skatepark. C'est-à-dire il faut passer surtout sur les formes complexes, partout où les formes planes, généralement, elles sont traitées avec des hélicoptères. Donc ça peut être mécanisé, le talochage est mécanisé. Après, sur les plans inclinés, dans les courbes et sur les formes complexes qui relient parfois un plan incliné à une courbe, ou autre chose, hein, un, 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 un dodan, n'importe quoi, un whoops qui va rentrer dans un deep end relié avec une partie avec un rayon X et l'autre avec un rayon Y. On voit bien on est dans des formes très complexes et ça doit se faire à la main. Donc c'est important que les opérateurs à la fois aient une connaissance aiguë et précise, fine de ce dont on va avoir besoin en finalité. C'est pour ça qu'il faut que les gens qui travaillent dans les entreprises pour faire et qui font des skateparks, si on veut magnifier le geste et faire en sorte que le skatepark soit bien fait, il faut qu'il y ait vraiment des gens qui aient la sensibilité Ouais, ouais. du résultat, du rendu, etc. Ouais. Donc
avoir des maçons skateurs ou charpentiers ou tout ce qu'on veut, c'est quand même top parce qu'on va pouvoir sublimer le travail de l'artisanat. Ah oui. L'objectif, c'est pas si malgré toute la bonne volonté d'un maçon qui va dire moi j'ai envie de faire ça, mais je connais pas le skate, mais j'ai envie de faire un skatepark, j'ai envie de faire une cour, il va avoir un résultat qui sera souvent médiocre parce que il n'aura pas sous la main la sensation qu'il faut avoir pour avoir quelque chose de parfaitement réalisé, très tangent, qui ne va pas poser de problème au roulement, etc. Bah, ça paraît évident à dire, mais les skateparks doivent être faits par des skateurs, quoi. Et je me souviens que toi, tu nous avais dit que quand le skatepark il est fini, bah, toi, tu l'utilises. Tu es l'un des premiers riders, même peut-être le premier rider, quoi. Et ça, c'est important pour savoir comment ton travail a été fait. Et puis surtout, s'il y a des imperfections, dire, ah bah là, il y a une imperfection, donc pour la prochaine fois, je sais que bah, on a fait cette méthode-là, donc cette méthode-là nous amène à des imperfections du béton ou la courbe est pas bonne, et donc de pouvoir améliorer pour la prochaine fois, quoi. Et donc, si on n'est pas skater, encore une fois, ça paraît super évident à dire, mais si on n'est pas skater, on peut pas faire un bon skatepark, quoi. C'est pas possible, même si on est le meilleur bétonnier du monde. Voilà. Il y a quelques cas où on arrive à des choses correctes, mais parce qu'on va être dans des formes organiques simples, donc pas des formes organiques justement, des trucs très plan incliné ou très 2D, quoi, on va dire. Mais dès qu'on rentre dans quelque chose d'un petit peu complexe, il faut absolument qu'il y ait cette double. Et pareil pour les concepteurs, un concepteur, un architecte qui n'a pas fait de skate, il a beau rêver de dire un jour, tiens, je vais faire un skatepark parce que ça va faire bien, c'est hyper urbain, c'est l'appropriation de la ville, c'est des sujets qui sont super, qui intéressent énormément les urbanistes, les architectes, et il faut qu'il soit skateur. Le gars, il faut qu'il soit skateur, sinon ça marche pas. Donc c'est bien. Alors on fait pas. Parfois on nous dit ouais, mais vous protégez votre profession en disant qu'il faut ci, il faut ça. Non, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas 10 ans de skate dans les pieds ne pourront pas concevoir quelque chose de correct. Oui. Voilà. Bah, y a un argument pour les municipalités, quoi. Si le skatepark il est pas bien fait, les skateurs vont pas y aller et donc ça va pas marcher, quoi. Donc il faut qu'il soit bien fait dès le départ. Et comment on est sûr qu'un skatepark il soit bien fait, bah, il faut qu'il soit fait par des skateurs, quoi. Ça paraît tellement évident que c'est vraiment incroyable qu'on ait besoin de le dire, quoi. Tu vois. C'est ça, et c'est une nouvelle façon d'appréhender. Il y a les choses. Tout est très codifié dans notre système et dans le skate, c'est une activité un petit peu à part qui se transmet aussi, qui s'apprend par la pratique, et qui se transmet pas mal oralement et aussi dans l'expérience. Donc il faut du temps pour faire quelqu'un qui va être bon. Et ça, ça me fait penser parfois aux problèmes qui sont soulevés par les fédérations. Nous, on a vécu ça. On est rentré à la FFRS alors qu'on venait de vivre 4 années magnifiques d'indépendance et de développement du skateboard dans lequel on a fait beaucoup de choses. On se retrouve coincé à un moment donné dans la fédération de roller, et puis ils nous disent bah non, votre comité il peut pas rester comité parce que vous n'avez pas 3000 adhérents, vous n'avez pas pris commission. Alors vous êtes une commission, donc une sous-commission du comité national course, tout ça encadré par la Fédération française de roller skating. Donc autant dire que tu n'existes plus. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème parce que aujourd'hui, je reprends l'exemple d'Eliott, mon fils, c'est plus proche. Ça fait 10 ans qu'il skate, il n'a jamais eu de licence.
tous les jours sur son skate. Tous ces Ouais. potes skate, ils n'ont pas de licence. On Ouais. va pas dire, non, le skate, vous n'existez pas, il n'y a pas de licencié. Non, c'est une autre façon de fonctionner. Le skate, c'est une autre façon de fonctionner. Donc, ça ne peut pas être fédéré de façon basique, comme les sports qui sont très encadrés, avec des terrains spécifiques, des entraînements spécifiques. Là, les skateparks tels qu'on les conçoit aujourd'hui, c'est des lieux dans lesquels on se rend de manière totalement autonome et impulsive. J'ai envie d'aller skater, je prends mon skate, je vais skater, quoi. Et j'ai pas besoin de réserver mon cours de tennis de 19h à 20h à tel endroit et demander à mes parents qui m'emmènent. Non, voilà. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Et donc ce qu'on demande et ce qui est important aujourd'hui, je reviens sur le JIP, c'est que dans notre groupement interprofessionnel, on crée des choses, des terrains avec lesquels on va pouvoir travailler et se regrouper en skateur et en profession skateboard. Donc c'est une espèce d'écosystème dans lequel les moniteurs de skateboard se retrouvent, les présidents de clubs se retrouvent, parce que les présidents de clubs, souvent maintenant les clubs sont plus gros, donc ils embauchent aussi des gens, donc ils rentrent dans ce cadre de professionnalisation de leur activité, et donc on invite tous les acteurs du skateboard, anciens et jeunes, à venir parler et échanger autour du sujet de l'indépendance du skateboard dans une fédération. Ouais. Mais est-ce que à terme, tout ce qui est règlement pour le skate, c'est la seule façon d'évoluer? Je te dis ça parce que moi, mon fils fait du football, un groupement qui s'appelle AYSO, donc tout le monde est bénévole. Hein, mais bon, et donc l'association demande aux parents de participer. Donc on est arbitre de touche, coach, etc. Et pour être arbitre de touche, tous les ans, hein, il y a 2 jours de cours de 8h, 9h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi où on t'explique parce que les règles changent tous les ans, quoi. Donc une année, et ça change aussi avec l'âge des enfants, quoi. Par exemple, ils peuvent utiliser la tête pour faire rebondir la balle ou des choses comme ça. Ça dépend de l'âge, quoi. Et pareil, pour être coach, donc on te demande, quoi, si ton fils ou ton enfant participe en tant que joueur de football à AYSO, il faut que tu fasses au moins 1 an de coach et tu as un enseignement où on t'explique qu'est-ce que c'est qu'un coach de football et qu'est-ce que c'est que la base. Donc, est-ce qu'à terme, le skate ne doit pas passer par là où on doit dire, bah voilà, il faut vraiment qu'il y ait un encadrement et cet encadrement, ça passe par enseigner aux parents ou aux volontaires ou qu'est-ce que c'est que le skate, à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, quoi. Ouais, sans doute. Ça fait partie des choses qui peuvent être mises en place. De toute manière, de la sensibilisation autour de la pratique, et ces informations peuvent être données à l'occasion, pourquoi pas délayées par les moniteurs de skateboard, parce que c'est vrai que les moniteurs, ils accueillent des jeunes et ils ont affaire aux parents. Les parents les amènent les jeunes, etc., pour les plus jeunes, hein, j'entends. Et à cette occasion, il pourrait très bien y avoir des réunions informatives sur qu'est-ce que le skateboard, comment l'appréhender, comment faire attention, et surtout faire que les parents, quand ils arrivent dans un skatepark, soient aussi des ambassadeurs du bien pratiqué, et des règles de sécurité qu'on peut mettre en place dans un skatepark. C'est vrai que des parents informés pourraient du coup aller en voir d'autres, ou avoir une discussion avec un jeune qui fait pas gaffe sur le parc, parce qu'évidemment on n'a pas
pas envie qu'il y ait des accidents sur les parcs, quoi. Ouais. Alors, une dernière question pour la route, parce que ça fait 1h30, c'est très intéressant. Mais donc, une question de Gilles qui nous demande, un bon skatepark, c'est un bon skatepark pour le skater ou c'est un bon skatepark pour la municipalité? Qu'est-ce qui est plus important pour vous? C'est la municipalité ou c'est le skater? Alors moi, comme skater, je dirais, c'est comme skater qui soit bien conçu pour moi, quoi. Mais bon, effectivement, si par exemple le skatepark est trop compliqué et qu'il y a que 10 gonzes qui sont capables d'y aller, est-ce que c'est vraiment un bon skatepark, quoi? C'est une question importante à se poser, quoi, tu vois? Ouais, moi c'est assez clair pour moi. Un bon skatepark, c'est un skatepark qui sera bien à skater, Ouais. parce qu'on dépense des sous pour faire un skatepark. C'est pas pour autre chose. Donc, Ouais, ouais. Mais par exemple, pour moi, un bon skatepark, c'est par exemple, le Combi Pool, quoi. On en a déjà parlé. Et ouais, c'est un endroit, c'est assez dangereux et c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement complexe. Donc, quand tu es débutant ou même quand tu as un niveau moyen, tu peux pas y aller. Donc, si imagine, tu fais un Combi Pool en France, il y a que 10 personnes qui peuvent y aller et ça coûte, je sais pas, 500 000 euros, tu vois. Donc, est-ce que c'est un bon skatepark ou est-ce que c'est pas un bon skatepark parce que finalement, il y a que 10 ou 15 ou 20 personnes qui peuvent y aller parce que les autres n'ont pas le niveau, quoi, tu vois. ouais, il y a des skateparks qui sont des lieux d'entraînement Ouais. et ces lieux doivent être éventuellement encadrés, soit par un club dans le cadre d'une municipalité ou en indoor avec un vrai potentiel de développement, de la pratique, d'apprentissage, d'entraînement des équipes, parce qu'on a des équipes de France maintenant et des riders qui ont quand même des gros niveaux et qui sont dans les meilleurs du monde et qui doivent pouvoir s'entraîner sur des bons parcs. Donc il en faut des parcs comme ça, évidemment. Après, il y en a en France? Bah, il devrait y en avoir. ça commence, mais c'est pas suffisant. Ouais. Tu vois, ça commence. Il y a à Plougastel, ils ont fait un centre d'entraînement fédéral. Mais, il y a différents endroits comme ça où il y a des parcs qui ont été faits, mais pas il faut qu'il y ait une vraie dynamique de centre d'entraînement. Je pars pour les riders de bon niveau. Ah, je suis tout à fait d'accord, hein. Absolument. Ouais, ouais. Après, pour le skatepark municipal comme ouvert à tous en accès libre, c'est un petit peu une autre histoire. Je pense qu'on peut ça va dépendre de la commune. Tu fais un premier skatepark dans un bled de 5000 habitants, tu vas pas faire même s'ils ont des sous, tu vas pas faire un truc surprofond, rade, qui va être très élitiste dans la pratique. Tu fais un skatepark dans une ville où il y a déjà 4-5 skateparks, tu vois que la palette offerte de pratiques est déjà bien importante. Tu vas pouvoir dire tiens, oui, ce qui vous manque éventuellement, c'est quelque chose d'un petit peu plus engagé maintenant, parce que le niveau avec l'ensemble des skateparks que vous avez sur votre commune va faire que le niveau augmente et puis que il va falloir pouvoir aussi proposer des équipements qui vont permettre à ceux qui ont une réelle démarche de compétition de s'améliorer, de faire les compétitions régionales, faire les compétitions nationales, d'essayer de rentrer dans l'équipe de France et d'aller aux Jeux Olympiques, quoi. Alors, comment ça marche en France? Est-ce qu'il y a ça commence, il y a des entraînements dans des endroits plus ou moins secrets quand il y a des compétitions internationales pour l'équipe de France et les Jeux Olympiques ou tout le monde se démerde et s'entraîne comme il peut? Comment ça se passe? Moi, je suis pas super calé là-dessus parce que j'ai moins suivi le skateboard fédéral depuis qu'on est au roller et les ambiguïtés et complexités dont on peut entendre parler. Donc moi j'ai l'impression que les riders français ils s'entraînent, ils s'appellent et puis ils se regroupent parfois, ils s'entraînent sur des parcs
qui est autour de chez eux, et puis après ils voyagent aussi. Hein. Ouais. Édouard Damestois en rampe, il est Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas encore d'encadrement où on prend l'équipe de France pendant une semaine avant la compétition, je sais pas, en Italie, pour les entraîner, pour leur dire voilà, il y a un endroit. Et encore, je dis plus ou moins secret, quoi. Mais bon, pour pas qu'il y ait des oreilles ou des photographes indiscrètes qui viennent et qui disent ah, les Français, ils font tel trick et tout, c'est nouveau. Non, mais c'est important, quoi, tu vois. Parce que là, on parle pas de skate, on parle de niveau international de compétition. Donc, la compétition, c'est pour gagner. C'est pas le skate, c'est super fun. On fait du skate parce que c'est fun. Mais à partir du moment où tu es dans l'équipe de France, c'est pour aussi gagner la compétition. Donc, il faut se donner tous les moyens pour gagner la compétition. Et si c'est chacun se démerde, ben, on va jamais gagner des compétitions comme ça, tu vois. C'est sûr. Mais c'est toute la question. Là, ça rejoint toutes les problématiques qu'on a pu mettre en avant dans la gestion des équipements skatepark et le rôle que la fédération devrait avoir pour développer des équipements de haut niveau et qu'on n'a pas, surtout depuis que le skateboard, depuis qu'on sait que le skateboard est un sport olympique. Donc, évidemment qu'on a besoin de ce type d'équipement et il va falloir à un moment donné les construire et prendre en compte très très clairement ce sujet-là, quoi. Alors je ne sais plus exactement ce que tu me disais. Tu me parlais des coachs. Oui, les coachs, ouais. De France, hein, des très bons coachs, ouais. Bien sûr, qui prennent en charge les riders français. Il y en a, ils sont issus du skateboard, hein, donc c'est de toute manière. Heureusement, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais moi, quand je parle de coach, je parle de coach. Le coach, on le paye, quoi. Tu vois, il est payé par la fédération pour entraîner l'équipe de France, quoi. Alors, évidemment, parce qu'à un niveau moins élevé, il peut y avoir un coach qui fait ça bénévolement, qui coach son club et tout. Bon, ça peut se comprendre, tu vois. Mais à un niveau international, le coach, ça doit être un skater, un bon skater, même s'il a plus tellement le niveau parce qu'il a maintenant 50 ans ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Mais c'est ça l'histoire du coach. Le coach, c'est quelqu'un qui sait comment on fait et qui va expliquer, voilà, toi, tu fais pas bien, quoi, tu vois. Et le coach, c'est aussi psychologiquement, quoi. C'est pas uniquement faire des tricks, c'est expliquer le gars, tu vois, il s'entraîne et puis il y arrive pas et il se déprime complètement. Donc le coach, il est là aussi pour dire, ben écoute, ça fait partie de l'entraînement. L'entraînement, c'est que tu fais ton trick et 10 fois tu y arrives pas et puis une fois tu y arrives, donc essaye de voir le côté positif, quoi. Tu l'as fait une fois, donc si tu l'as fait une fois, tu peux le faire plusieurs fois. Et donc l'idée, c'est de les entraîner non seulement sur le niveau athlétique, mais au niveau de l'esprit, quoi. Tu vois, pour être plus compétitif et pour y aller en disant, je suis sûr que je vais gagner, tu vois. Ouais, non, mais ils ont un mental à gérer de malade. Ils ont un mental. Il faut qu'ils gèrent c'est un sport qui peut être une activité violente, hein, c'est un sport violent le skate, donc les blessures aussi, il faut pouvoir les gérer mentalement, c'est juste un truc de fou, quoi. De revenir après avoir été blessé, ça demande un mental d'acier. Je pense. Alors, les coachs des équipes de France sont des gens comme ça. Ce sont des gens qui ont cette perception et qui sont des anciens skateurs de bon niveau et qui vont travailler aussi le mental. Donc, pour ça, c'est des choses qui se mettent en place, qui se développent, mais on a besoin que ça se développe beaucoup mieux parce que en 2028, les JO d'un point de vue sportif, c'est en Californie. Oui. La Californie, c'est le berceau du skateboard. Donc j'imagine, moi, si j'étais Arnold Schwarzenegger,
C'est bien lui qui est toujours le gouverneur de chez nous. Non, c'est plus lui, mais bon. Si j'étais lui, je mettrais le paquet sur le skateboard, quoi, parce que c'est hyper visuel et je pense que le skate, ça va être un truc de malade en qualif. Voilà, sauf que moi j'aimerais bien qu'il y ait des équipements rapidement en France pour que les riders français puissent tirer leur épingle du jeu en qualif, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On en a à l'occasion de l'appel d'offres pour la construction des skateparks des Jeux Olympiques. On a eu une visio avec Tony Estanguet qui est, on lui a expliqué, je lui ai posé la question, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait des riders français là, le skatepark il est dimensionné pour une compétition internationale. Il est sur la place de la Concorde. Derrière les JO, on va le détruire. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste aux riders français pour s'entraîner ? Pour s'entraîner, oui. Voilà, pour s'entraîner et pour parce qu'on a clairement énormément besoin de structures en France pour que les riders puissent s'entraîner en vue des gros enjeux internationaux qui vont arriver bientôt. Ouais. Écoute, les Américains en Californie, ça fait 40 ans qu'ils sont les meilleurs, mais depuis quelques années, on s'aperçoit que ça commence à s'écrouler un petit peu. Il y a les Brésiliens qui sont très très forts, quoi. Pedro Barros, il a été numéro 1 en ball durant des années, quoi. Et puis maintenant, il y a les Japonais, je sais pas d'où ils sortent, mais ils font des trucs absolument incroyables. Donc l'hégémonie américaine, elle est en train de se rompre un petit peu, même si ils sont quand même très très forts. Et puis l'avantage des Américains, c'est qu'ils sont pas 10, il y a 2000, 3000 qui ont des niveaux absolument incroyables, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que si les Brésiliens et les Japonais, ils ont réussi à battre les Américains, les Français aussi, quoi. Il n'y a pas de raison, ça devrait pouvoir se faire, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, ça se fera. Il faut se donner les moyens et pour se donner les moyens, il faut développer le truc. Et pour développer le truc, il faut qu'il y ait j'aime bien le mot écosystème autour du skateboard et de pas se sentir évidemment spoilé de droite à gauche et de pouvoir travailler avec des vrais outils et en commun avec un objectif et une vraie idée du skateboard parce que c'est pareil, le skate on le connaît vraiment quand on est dedans. Ouais. Ça va être le mot de la fin parce que ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble. Donc, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a un message spécial que tu veux nous donner pour conclure cette interview ? Non, j'ai pas vraiment de message spécialement. Je dirais juste que je suis super content et j'ai de la chance d'avoir pu bosser dans cette passion qui nous a prise et qui m'a prise très, très tôt. Et puis, non, le message, c'est de l'unité. Voilà. Oui. Comme disait Betts, Unity for Ride, et je crois que l'unité, ça revient, l'unité dans le skateboard, retrouver un écosystème, les anciens avec les plus jeunes, les moniteurs, les constructeurs de rampes, se retrouver autour d'un projet commun. Voilà, et puis le voyage et continuer à skater sans trop se blesser. Oui, voilà. Et des gens qui ont plus de 50 ans ou moins d'ailleurs. Voilà. Et puis de la rampe au JO en 2028, quoi. Oui, ça c'est une bonne idée. Oui, il y a eu une question qu'on a vu passer là. La rampe, ça existe encore, donc c'est parce que c'est pas une discipline au JO la rampe. Non, mais il faut ça devrait, parce que c'est absolument incroyable. C'est extrêmement visuel, quoi, tu vois. Oui. Surtout quand tu es sur les plateformes, c'est un truc de fou. Ouais. Et sur les plateformes et que tu vois les mecs à 2,50 en train de tourner en Mac Twist, c'est magnifique. Ouais. Non, longue vie au skate, quoi.
Ok, ben merci beaucoup Rémi. Donc merci à toi pour cette interview de presque 2 heures. J'espère que tout le monde a pris des notes. Si vous avez besoin d'ouvrir un skatepark et vous êtes une municipalité, ben, contactez Rémi directement sur Facebook. Je sais pas si tu veux donner un numéro de téléphone ou un email Non, si non, non, quelqu'un non, veut te non, contacter. Bon, bah, de toute façon, vous le connaissez. Et puis, ben, nous, on se retrouve samedi prochain à 18 heures avec un autre invité. Merci Rémi et à très super. bientôt. Au Merci. revoir.